Notre devoir étant de vous informer, mesdames et messieurs, il est 7h01. On espère que c'est la même heure chez vous et donc c'est l'heure de prendre le pouls de l'actualité. Nous allons mettre le cap sur Yaoundé pour retrouver Ghislain Pierre-Essonneau. C'est surtout le cœur chargé d'émotions et de joie que nous vous tendons la perche. Ghislain Pierre-Essonneau pour le rendu de cette revue de presse du 10 juin 2021. Bonjour, bienvenue. Du 10 juin 2021. Bonjour, bienvenue. Bonjour Douala, bonjour Fidjil, bonjour à la bienheureuse Patricia qui est à vos côtés. Il est là, mon cœur, toujours enflammé de joie, le temps de vous accueillir dans la capitale camerounaise. Je le fais également à l'adresse de nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice. Vous l'avez indiqué, nous sommes le 10 juin 2021. C'est donc un jour de grâce, un grand jour de grâce. Bienvenue à vous tous. Voici venu donc pour parler encore de ce qui circule au Cameroun depuis quelque temps maintenant, à savoir le Covid-19. Voici donc venu le temps des cambriolages relatifs à ces dossiers on ne peut plus sensibles, et c'est par le contrôle supérieur de l'État que celle-ci avait été désignée pour commencer pour parler de cette saison de cambriolage. On disait alors que les ordinateurs remplis de données avaient été volés entre les mains des missionnaires, des collaborateurs du ministre Rosemba Acha du contrôle supérieur de l'État, et que des voitures avaient été forcées à s'ouvrir et des documents emportés. Cela est ce matin relativisé par Rosemba Acha, la ministre en charge du contrôle supérieur de l'État, qui s'est confiée au quotidien Mutation de Gab Georges Alain Boyomo ce matin. Elle dit qu'aucun document n'a été justement emporté, ayant manifestement trait aux enquêtes sur le Covid-19. Eh bien, rien n'a été emporté. Le quotidien Mutation parle ainsi du cas du contrôle supérieur de l'État, mais aussi du celui de la recherche scientifique et de l'innovation. En tout cas, les deux départements ministériels étaient soupçonnés. C'est une rumeur qui a circulé notamment dans les réseaux sociaux au Cameroun, faisant état des documents relatifs à ces enquêtes sur Covid-19 qui auraient donc disparu. Niet estime ce matin la ministre en charge du contrôle supérieur de l'État. La certitude, elle, vient du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui a effectivement été cambriolé à Douala, la capitale économique du Cameroun. L'information est toujours portée par le quotidien Mutation dans sa livraison du jour. Le journal ignore les auteurs qui ont rendu visite au siège de cette organisation à Bonanjo du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'était dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Ils ont éventré ces visiteurs-là des bureaux. On dirait une volonté de dissimuler des documents aux côtés des dégâts matériels on ne peut plus importants. Objet d'ailleurs d'un constat qui a été fait par le reporter du quotidien Mutation édition de ce jour. Info Matin, le journal de Dieu de Namvang prolonge d'ailleurs la saison de cambriolage, cette fois-ci à la direction générale des ici, comme c'est les films bien rangés. Et bien, là où le bas blesse, selon le quotidien le Info Matin, et bien, c'est que l'immeuble tant sécurisé a été violé avec tact et sérénité. On dirait là aussi un arrangement à l'amiable. Pour le reste, la justice camerounaise fait son travail. La justice qui est vivement sollicitée ce jeudi encore par Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam. C'est au sujet de ce différend qui met dos à dos le groupe français Bolloré au port autonome de Douala, le PAD, on l'appelle ainsi affectueusement en abrégé. En tout cas, déjà plusieurs verdicts ont été rendus en faveur du groupe français, ce qui est d'ailleurs aux antipodes, selon qu'on peut ainsi le lire dans les colonnes de Tribune d'Afrique ce matin, ce qui est d'ailleurs aux antipodes du travail qui a été abattu avec les résultats on ne peut plus élogieux du top management du port autonome de Douala, signale ainsi en une principale le journal de Faustin Djikam, Tribune d'Afrique. Le port autonome de Douala, dont le directeur général, au dire de Faustin Djikam, au terme de son éditorial, avait administré une bonne gifle à la France en mettant ainsi un terme à certains marchés dont bénéficiait ce groupe jusque-là. La gifle à ses citoyens de ce citoyen français, cette fois-ci à son président de la République, sert d'ailleurs de prétexte à cet éditorialiste pour parler de la démocratie dans la 5e République française, et c'est ce que dit justement Faustin Djikam dans son éditorial du jour. Parlons également, à côté de la France, parlons de la Côte d'Ivoire voisine. Ça y est, Laurent Gbagbo rentre à la maison, ce sera le 17 juin prochain, ainsi que l'indique justement le journal de Faustin Djikam en deuxième une, et Laurent Gbagbo retournera à la maison après
un certain nombre d'années, ponctué bien entendu de ces micmacs et ennuis judiciaires, et bien ce retour-là, c'est sous le signe de la réconciliation nationale. À 76 ans, l'ancien président ivoirien et sa famille, l'État ivoirien, Laurent Gbagbo de retour, cela va donc participer, dixit le journal, à décrisper la vie politique ivoirienne après les quelques 3000 morts qui ont été enregistrés pendant la période post-électorale de l'élection présidentielle de 2010. On salue The Guardian Post en poste ce jour, dès lors que le département d'État américain lui aussi recentre un peu son débat après les déclarations qui ont fusé en fin de semaine dernière relativement justement à la donation des visas pour entrer sur le sol du pays de l'oncle Sam. Eh bien, le journal revient là-dessus ce matin pour dire qu'en fait, le département d'État américain insiste sur le dialogue. Ni le gouvernement, ni les séparatistes, personne ne doit jubiler car la fin de la crise, toute la fin de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest nécessite la participation de tous et de chacun, signale ainsi le quotidien d'expression anglaise de Guardian Post au siège imposant ici même à Yaoundé. D'ailleurs, le journal ajoute que la pression est davantage mise sur les séparatistes dont certains leaders vivent notamment en Outre-mer et même en Outre-Atlantique. Dans la République, le journal La République est à cœur ouvert avec Pierre Nunkam. Une fois encore, l'auditeur bancaire fait la une du journal dans la suite de son lobbying pour donner corps au cadre amiable entre guillemets, institué par ordonnance présidentielle du 27 avril 1990. Il s'agit là de redresser les banques et microfinances camerounaises qui sont pour ainsi dire, au dire de l'expert, menacées donc de faillite. Pierre Nunkam en tient les éléments de langage ce matin. D'ailleurs, la voix du centre porte la même voix à propos de cette crainte-là, à propos donc de ce doute qui est donc nourri par Pierre Nunkam. Le cadre amiable est donc la seule solution pour faire face à la faillite de certaines banques et microfinances camerounaises. Le même cadre, affirme-t-il, donne donc à l'épargnant camerounais d'être un acteur clé dans le système de transactions bancaires au Cameroun. C'est donc une condition sine qua non si l'on s'en tient à cet auditeur bancaire. Défi actuel est tangable sur une matière des finances publiques ce matin. Le budget de l'État du Cameroun en particulier pour ce qui est de l'exercice en cours 2021, plus net sur le sujet. L'augmentation du budget est de l'ordre de 565 milliards de francs CFA. C'est donc ce que le président camerounais Paul Biya a décidé au terme d'une ordonnance qu'il a signée et rendue publique. C'était le 7 juin dernier. C'est également elle qui formalise la désormais augmentation en termes du prix donc, du passeport ordinaire. Eh bien, le prix ordinaire, ce sera donc à 110 000 francs CFA. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal de son côté montre comment les accords de partenariat économique Cameroun-Union européenne changent de couloir simplement après les produits préalablement retenus. Voici venu le tour des services et c'est donc cette nouvelle vague qui commence entonne ainsi l'économie quotidienne. Le journal La Cible est en kiosque lui aussi. Il tient en une principale le débat sur la manne des assureurs et des assurances sur le sol camerounais. Au fait, les assurances se montrent de plus en plus offensives et nombreuses et bienvenue, le moins 10 ans apparemment, qui aboutit à la sous-tarification selon qu'elle indique le journal. Objet d'ailleurs de toutes les craintes du journal La Cible, édition de ce jour. Lequel journal suivra également ce jour du côté de Bonanjo à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, ces procès en demande de réparation et de restauration d'honneur. On ne peut plus écorcher. Le plaignant s'appelle Cabra Libi, député et leader du PCRN, le Parti camerounais de la réconciliation nationale. Sismondi Balai Budjoka lui aurait attribué des marchés dans le cadre du Covid-Gate, c'est ce qui a d'ailleurs blessé Tonton Cabral dans son honneur entier. Première audience au tribunal ce jour donc, annonce La Cible. Le jour est de ce jeudi est comme Cameroun Tribune ou presque, en tout cas, question d'assurer et même réassurer tout le monde, c'est-à-dire les amoureux du football, du ballon rond. Sous aucun prétexte, la compétition ne sera ni reportée ni retirée au Cameroun. La CAN est un acquis, le débat est clos. Dixit le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Sports en charge des Sports et de l'Éducation physique, qui était donc face à la presse hier à Yaoundé. En tout cas, Cameroun Tribune confirme cela. Il n'y a aucune crainte à nourrir quant à l'organisation de la CAN par le Cameroun. Une CAN qui va donc commencer dès le mois de janvier prochain. Pas de pirouette possible pour changer les choses. Le choix du site de Lembe justement pour cette conférence de presse d'annonce n'est pas gratuit. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique voulait donc à son dos assurer
et donner de la quiétude à toutes les amoureux du football. La déstabilisation dont parle justement le quotidien, eh bien, relève de fake news. Le gouvernement de la République est debout sur ce front-là pour offrir une belle fête au continent africain et ce sera dès le mois de janvier prochain. Revue de presse, Made in Yaoundé, édition de ce je vous l'ai indiqué, mon cœur, il est là, toujours enflammé de joie. Question de vous servir. Merci pour votre aimable attention. Dernier rendez-vous de la semaine, demain quand il sera 7h, et nous serons là, comme l'est aussi Marc Tiptio, l'homme à l'adresse particulière, dans les studios de Canal International Douala. Je lui passe le témoin, je lui passe le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour donc à vous, Michael. C'est à vous et c'est à vous, à Douala. Bonjour GPE, je vous souhaite de passer une très belle journée à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression. La nouvelle expression qui a sa une ce jour revient sur cette sortie du département d'État américain, sortie au sujet de la crise sécurité et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Anthony Blinken qui met en garde tous ceux qui maintiennent ou tous ceux qui financent et tirent les ficelles dans l'ombre pour la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et cette dernière sortie du département d'État américain fait paniquer Yaoundé selon le journal de Séverin Tchouke en kiosque ce jour. Vraisemblablement, les coupables sont identifiés par le département d'État américain, que ce soit dans le camp gouvernemental ou dans le camp de ceux qui agissent et mettent le feu aux poudres sur le terrain, que ce soit ceux établis à l'étranger. Les commanditaires de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun n'ont qu'à bien se tenir, et même ceux au sein du gouvernement qui ont soutenu à un certain moment qu'il n'y avait pas de crise dans ces deux régions et qui sont pour la politique de la guerre contre les combattants séparatistes dans ces deux régions. Le département d'État américain dans cette sortie qui continue de privilégier le dialogue pour résoudre définitivement cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La nouvelle expression en profite pour nous proposer ce jour les six facettes du problème anglophone, les 6 facettes de David Abouem Achoyi, ancien ministre, ancien secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Cette tragédie aurait été évitée si le gouvernement avait écouté cet ancien gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun. La nouvelle expression qui publie d'ailleurs en intégralité ce jour les prophéties de David Abouem Achoyi dans ses colonnes. Le journal qui nous amène à l'Assemblée nationale pour faire ce constat. Un constat selon lequel Kava Yégué Djibril nomme son fils. Le fils du président de l'Assemblée nationale a été porté au poste d'attaché du cabinet de son père. Ibrahim Yégué Djibril a également été fait chef de sécurité du président de l'Assemblée nationale. Une affaire qui sent le népotisme et qui fait l'objet de nombreuses condamnations au sein du Parlement camerounais. Note la nouvelle expression qui nous parle aussi de cette affaire foncière à Kribi dans le département de l'Océan, région du sud du Cameroun, avec Henri Ebe Aïssi qui se rebelle contre la Cour suprême. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a engagé la réimmatriculation de terrains appartenant à des tiers en bafouant des décisions de la plus haute juridiction du Cameroun. Le ministre vient d'attribuer des titres fonciers à Kribi sur des terrains bénéficiant des titres fonciers existants. Il s'agit notamment de nouvelles propriétés attribuées après annulation du titre foncier numéro 361/Océan, lequel en qualité de titre mais englobe plusieurs autres titres fonciers issus du morcellement. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières ignore ainsi une sentence de la Chambre administrative de la Cour suprême prise le 12 juin 2019 qui confirmait un jugement du tribunal administratif du centre, laquelle annule l'arrêté annulant le titre foncier en question du 14 octobre 2016 du MINCAF, au moment même où une des victimes, Pierre Orly Tanchou, a fait une tierce opposition à cette procédure de réimmatriculation. Le Camerounais vivant aux États-Unis a ainsi obtenu une prénotation judiciaire en janvier dernier auprès de la conservation foncière de Kribi, et c'est que le conservateur n'a pas inscrit cette prénotation dans le livre foncier alors que le dossier a été versé dans la procédure pendante devant le tribunal à Ebolova, fait-il observer. Le ministre
Et bien, ici est donc sur les pas de son prédécesseur Jacqueline Koum Abisike, mais comme l'avait déjà fait Jacqueline Koum Abisike justement en son temps, Henri ici marche sur la justice et avance vers la spoliation des droits des détenteurs de ce titre foncier en question. Et le journal en parle de long en large dans ses colonnes. Aujourd'hui, Europe Plus, qui est également paru ce jour, le billet hebdomadaire, fait de cette affaire sa une principale, avec EB Haïti qui défie la Cour suprême dans cette affaire foncière. Et c'est la diaspora qui est mise en danger dans une telle affaire. Le MINCAF qui décide d'attribuer des titres fonciers à des tiers sur un lotissement jouissant d'un titre foncier antérieur appuyé par un arrêt définitif de la plus haute juridiction du Cameroun. Il convient de rappeler que le conflit foncier d'Ebomé est devenu une tragicomédie à Kribi. Le 31 mars 2016, l'ancienne ministre Jacqueline Koum Abisike est à la manœuvre lors de la signature d'un curieux protocole d'accord de transaction sous couvert de la collectivité, d'une collectivité de la zone, protocole dans lequel une bande de mafieux utilisée comme paravent doit faire main basse sur le titre foncier en question. Les détails de cette affaire à lire dans les colonnes du billet hebdomadaire Europe Plus paru ce jour. Le journal qui parle aussi de cambriolage à la Direction Générale des Impôts. Encore un coup au lendemain opaque. Comment des bandits ont-ils pu accéder à l'un des lieux parmi les mieux gardés de la République, saccager les 11 étages et repartir sans être du tout inquiété? La question se pose à la une du journal Europe Plus qui est paru ce jour, et l'Indépendant en fait également sa une principale et parle de ces nombreux cambriolages à la Direction Générale des Impôts. Mais avant, au contrôle supérieur de l'État, en attendant les résultats de l'enquête confiée à la police et à la gendarmerie sous la supervision du procureur de la République, quelques faits troublants frappent l'observateur lucide, note le journal indépendant. Ce cambriolage survient quelques jours après celui perpétré dans les services du contrôle supérieur de l'État dans la nuit du 2 au 3 juin dernier. Simple coïncidence, s'interroge le journal. Toujours est-il que la violence de ces deux cambriolages défie le bon sens, plus encore la puissance publique. Visiblement, les visiteurs seraient à la quête d'informations compromettantes en relation avec le scandale du Covid-Gate, nous apprend le journal L'Indépendant qui est paru ce jour. Le Messager qui se pose également des questions sur ces cambriolages stratégiques. Le quotidien Le Messager de ce jour se pose également des questions autour de ces cambriolages finalement stratégiques. La pandémie des bâtiments stratégiques, donc au cœur des nombreux cambriolages dans notre pays. Le Messager qui revient sur ce cambriolage à la chambre, au contrôle supérieur de l'État, pardon. Également, la Direction Générale des Impôts, en moins d'une semaine justement, les services du Consupé, la Direction Générale des Impôts et le siège du groupement interpatronal du Cameroun à Douala ont reçu la visite d'usagers d'un autre genre qui a ouvert la boîte de Pandore, s'interroge le journal. Le scandale de l'affaire, que ces esprits frappent avec une audace déconcertante, leur cible sans rencontrer la moindre résistance. Célestin Taomba, le président du GICAM, a rendu donc public hier une information selon laquelle son siège a reçu la visite des cambrioleurs, la Direction Générale des Impôts et le GICAM. Quelle est donc la cible prochaine de leur forfait? L'État du Cameroun n'a-t-il pas mis en place un système approprié de la riposte contre les intrus nocturnes? S'interroge le quotidien Le Messager paru ce jeudi. Et le pied de une du journal nous parle du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées du Cameroun, avec l'histoire du CNRPH qui nous est contée ce jour par Soulé Ono-Yolo, le bien fondé d'une célébration décryptée par Alexandre Manga, qui s'exprime également dans les colonnes du journal aujourd'hui face à la presse. Le directeur général du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Paul-Émile Léger, à Touguébé à Yaoundé, décline d'ailleurs les enjeux, les axes et les articulations du cinquantenaire des festivités à la mémoire de l'œuvre du cardinal Paul-Émile Léger. C'est à retrouver dans les colonnes du journal. Il y a un cri qui est lancé justement pour ce manque criard de matériel de prise en charge dans ce centre, l'urgence de la réhabilitation, le cri porté par Soulé Ono-Yolo qui a mené l'enquête pour le journal en kiosque ce jour. Et la une principale du Messager, vous le voyez, nous amène à Campo et Niété, où la forêt agonise de ce côté
écrit le journal, une forêt qui agonise. La cession de 60 000 hectares de forêt à une agro-industrie dans la région du Sud, précisément dans l'arrondissement de Campo Egnete, département de l'Océan, suscite de nombreux questionnements sur le terrain. Les populations riveraines commencent à subir les premières menaces dues à l'exploitation d'une partie de cet espace. Sur le processus, cette concession laisse pantois. L'ensemble donne de s'interroger sur la politique nationale de gestion des ressources forestières du Cameroun, engagée à réduire de façon significative sa contribution aux émissions de gaz à l'effet de serre. Par ailleurs, en 1999, écrit le Messager, il a constaté avec d'autres chefs d'État d'Afrique centrale à harmoniser leur politique en matière de gestion durable du bassin du Congo. L'enquête du journal a découvert dans les colonnes du Messager paru ce jeudi. Prospective nouvelle également en kiosque ce jour, l'hebdomadaire Prospective Nouvelle qui nous parle d'insécurité dans les édifices publics au Cameroun avec ce cambriolage à la direction générale des impôts. Selon un communiqué de presse du ministre des Finances signé du 8 juin dernier, les services de la Direction générale des impôts ont été l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 7 au 8 juin dernier. Plusieurs bureaux saccagés dans la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de l'immeuble. Écrit donc le journal qui se pose des questions sur les circonstances de ce curieux cambriolage qui ne sont pas encore élucidées, tandis que les enquêtes ont été ouvertes par la police et la gendarmerie. Horizon Plus Magazine est également en kiosque aujourd'hui. Horizon Plus Magazine qui nous parle de cette structure qui ouvre ses portes à Douala. C'était le 30 mai dernier en présence des responsables de la structure en question, l'imam Abdul Wahab Mohamedou et Yerima Ousmane, adjoint au maire de Douala 5e, une société qui fait dans le négoce, mais au-delà de la société, effectivement, le journal parle des bienfaits et des œuvres de cette entreprise dans les régions septentrionales du Cameroun qui vient en secours aux populations en difficulté. C'est à retrouver en détail dans les colonnes du journal Horizon Plus Magazine en kiosque aujourd'hui. La Voix du Centre est également parue et parle encore de faillite bancaire dans ces colonnes ce jour et donne la parole une fois de plus à Pierre Nunkam. L'urgence de mettre sur pied le cadre amiable justement qui date depuis de 1990 et qui n'a jamais été appliqué au Cameroun pour le président de la mutuelle interafricaine des consommateurs des biens et services. Le cadre amiable est la seule et unique solution pour contrecarrer la faillite de certaines banques et microfinances camerounaises. Il permet également à l'épargnant d'être un acteur clé dans les transactions bancaires entre la banque et l'emprunteur. L'entreprise, par exemple, quand il y a des intérêts en question. Parole donc à Pierre Nunkam, l'auditeur bancaire, dans les colonnes du journal La Voix du Centre en kiosque ce jour. Et puis on termine avec Kanga Info, le journal Kanga Info, l'hebdomadaire qui lance une alerte autour d'une forte odeur de licenciement abusif à Safakam par Dizanguer, condamné par le tribunal de première instance de la ville d'Edea dans la Saraga maritime dans l'affaire les opposants à l'IM janvier pour dénonciation calomnieuse. Les prévenus effectivement mécaniciens et magasiniers à la société Safakam Dizanguer exposent le caractère léger et irrévérencieux de l'administration centrale de l'entreprise quant à la gestion de sa ressource humaine. Des détails dans les colonnes de Kanga Info de ce jour qui parlent aussi du port autonome de Kribi qui contribue de manière pertinente à l'économie nationale du Cameroun en termes de performance, les performances justement de cette structure dans les colonnes du journal Kanga Info. On termine avec cette note triste, cet hommage rendu à notre ami et collègue Robert Charlitok par le journal Europe Plus qui est paru ce jour et qui nous fait part de ce dernier voyage de Robert Charlitok, décédé, on se souvient, le 14 mai dernier, de maladie à l'hôpital Akensini de Douala. Il entame dès ce jour son dernier voyage sur Terre. L'hommage lui est donc rendu dans les colonnes du journal Europe Plus en kiosque ce jeudi.
Merci beaucoup, Michael. Vous en doutez bien, chers téléspectateurs, que les circonstances particulièrement moroses nous empêchent d'apprécier la clémence du temps qu'il fait ce jour dans la capitale économique du pays. Mais on va le dire, tout allait bien jusqu'au 14 mai dernier, après qu'apparaisse donc ce malaise subite qui finira donc par l'emporter. Jusqu'ici, on n'en revient pas. On se dit, c'est pas vrai que Bob nous ait quittés de cette manière, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, de manière affectueuse. Mais toujours est-il, c'est ce jour qu'aura donc la levée de corps, notamment à l'hôpital de la Quintini de Douala, dans les cours de 11 heures. Alors le souvenir qu'on garde de lui, entre autres, c'est le souvenir d'un grand bosseur, quelqu'un qui mettait un accent particulier sur les détails comme la rigueur, comme la ponctualité, également un excellent collaborateur, entre autres, et quelqu'un qui était plein de vie, lui qui aimait toujours que tout le monde soit de bonne humeur autour de lui. Je ne sais pas quel souvenir vous gardez de Robert Charles Litok. Il est difficile, hein. Il est très difficile de parler de Robert Charles au passé, effectivement. Très difficile de trouver les mots pour parler de lui. Vous avez parlé de ponctualité tout à l'heure, de rigueur et bien d'autres. Je crois que ce sont les mots. Il n'y a pas mieux que ça pour qualifier cet homme qui s'en est allé il y a quelques jours et qui entame effectivement son dernier voyage aujourd'hui. Souvenez-vous qu'il était toujours avec nous, hein, parfois dans ce studio. Il regardait parfois avec nous la revue de presse en direct de ce studio, arrivait pratiquement un deuxième à la rédaction tous les matins. Je le précédais chaque matin, juste après moi, c'est lui qui arrivait dans 6h, 6h30, 6h45. Donc il est extrêmement difficile de parler de lui aujourd'hui. Et de savoir qu'il entame effectivement son dernier voyage ce jour, c'est avec un pincement au cœur que je parle de lui aujourd'hui. Et il est extrêmement difficile, comprenez-moi, comprenez l'émission, que je ne puisse dire davantage. Effectivement, c'est un moment très difficile pour nous, ses collègues, ses amis. Et nous allons simplement lui rendre un dernier hommage. Dieu en a décidé ainsi. C'est la vie tout simplement. Il nous a précédés dans les cieux et nous le retrouverons tout simplement. Que son âme repose en paix, c'est tout ce que je puis dire. Justement, que son âme s'apaise auprès de ses ancêtres et surtout beaucoup de courage à sa famille, parce que j'imagine que sa famille doit être éplorée, elle doit être, comment je vais dire, durement éplorée. Ouais, en fait les mots manquent, parce que j'imagine dans quelle situation sa femme, ses enfants, sa famille, comment est-ce qu'ils peuvent être, encore qu'aujourd'hui, il sera donc... Et on va assister à la levée de corps. Oui. Et c'est une atmosphère très lourde en fait. Ouais. C'est compliqué, comprenez-nous à la maison cette atmosphère qui nous envahit dans ce studio. C'est très dur de faire cette émission, Constance, mais bon, on essaiera de faire le maximum d'efforts d'aller jusqu'au bout de cette émission, et puis on fera aussi le maximum d'efforts d'aller tout à l'heure à l'hôpital, à la morgue de l'hôpital La Quintini pour un dernier au revoir. Je rappelle que tout à l'heure, dans les éphémérides, on vous donnera le programme détaillé pour ceux qui voudront bien évidemment se joindre à nous, à sa famille, pour pouvoir lui rendre un dernier hommage. Merci encore Michael Chipio, c'est dur. Merci Fidil, merci. C'est dur. On vous retrouve demain dans les coups de 7h dans ce studio pour la revue de presse, la dernière livraison de la semaine. Naturellement, demain, s'il plaît à Dieu. Super. Merci. Et puis, mesdames et messieurs, nous continuons notre périple matinal. N'oubliez pas que vous pouvez aller dans les différents kiosques pour avoir la quintessence de l'information à travers, bien évidemment, les journaux qui sont parus ce matin. Le prochain arrêt, mesdames et messieurs, sont les différents événements qui ont marqué l'histoire du monde un 10 juin, mais avant, la pub.